Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière lecture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture un peu engagée, politique en fait, qui parle d'attentats, d'état d'urgence. Pas de choses très joyeuses, mais en tout cas c'est un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Donc j'espère que ça pourra attiser votre curiosité. C'est un livre de Christiane Taubira qui s'appelle Murmure à la jeunesse. Voilà. Donc je vous laisse découvrir un extrait de ce livre. Je vais le commencer depuis le début. Donc je vais vous lire la préface. J'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure. Préface. Je reconnais une erreur, la déchéance de nationalité. J'ai cru que cette proposition allait rassembler, or elle a divisé. Ainsi s'est exprimé le président de la République le 1er décembre 2016 lors de son allocution, annonçant qu'il renonçait à briguer un nouveau mandat présidentiel. J'ai été assailli de messages. Il ne reconnaît qu'une erreur et il dit par là même que c'est toi qui avais raison. Tu as entendu, il t'a adoubé. C'est au moment, etc. Déjà, en mars 2016, lorsqu'il a déclaré qu'était abandonné le projet de loi visant à inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les Français de naissance dotés d'une double nationalité, la réaction la plus vive et la plus répandue fut « tout ça pour ça ». Les jeunes, étudiants et lycéens que j'ai rencontrés lors de mes multiples déplacements dans les établissements universitaires et scolaires m'ont invariablement posé la question, de même que quelques adultes et journalistes. Ne regrettez-vous pas d'avoir quitté le gouvernement puisque finalement l'objet de votre désaccord n'existe plus ? Je n'ai jamais caché que je voulais ardemment faire aboutir la réforme de la justice des mineurs. J'y tenais, parce que cette réforme était indispensable et urgente, qu'elle avait été rigoureusement préparée avec les magistrats, les avocats, les professionnels de l'enfance et de l'adolescence. Parce qu'à travers elle, nous assumions notre responsabilité vis-à-vis de la jeunesse ayant sombré dans la délinquance, pour que la peine prononcée soit juste et efficace, pour casser les parcours de délinquance, accompagner chacun sur un chemin de vie respectueux des lois et permettre que par ses efforts, chacun renoue avec ses opportunités. Après de rudes étapes de débats internes au gouvernement, nous avions un beau texte, bien construit, enfin prêt, travaillé avec le Conseil d'État. Il ne restait plus que l'étape parlementaire et plus guère de prétextes dilatoires. C'était dans ce domaine ma dernière grande réforme après la réforme pénale et celle de la procédure pénale. Je savais bien que l'idée simplement de cette réforme soulevait toutes sortes de fantasmes, pour la plupart de mauvaise foi. Contrairement aux modifications désordonnées introduites par les précédents gouvernements de droite, le but n'était ni de rapprocher ni de rendre la justice des mineurs plus sévère que celle des majeurs, mais au contraire de la spécialiser. Et je l'endossais pleinement. Je connaissais déjà la dureté et la violence délibérée des coups politiques, calomnies et injures comprises. Je savais que personne d'autre n'engagerait cette réforme. Mais peut-on tricher avec soi-même ? Si oui, dès lors ce rempart franchi, qu'est-ce qui empêche de tricher envers les autres ? Le philosophe Max Weber a décrit l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité en les opposant, ce qui, à l'épreuve de l'expérience, ne me paraît pas pertinent. J'évoquerai pour ma part une éthique de solidarité d'une part et d'autre part une éthique de conviction et de responsabilité. La première conduit, quels que soient les débats internes, à assumer collectivement une décision gouvernementale. Ceci est possible si, après avoir fait valoir son point de vue et agi pour le faire prendre en compte, les désaccords ne portent plus que sur des nuances. Cela m'est arrivé plusieurs fois, d'autant que la relation de confiance que j'avais avec les parlementaires et la qualité de leur travail m'ont permis à plusieurs reprises d'améliorer des projets de loi en débat parlementaire. Parfois au mécontentement du Premier ministre. La seconde, l'éthique de conviction et de responsabilité, suppose que l'on ne soit pas en conflit avec une conviction portant sur un principe, une valeur, un symbole ou un marqueur d'identité politique, la mesure en étant les conséquences sur la vie des gens. La première et la deuxième doivent pouvoir s'accorder. C'était impossible sur la déchéance de nationalité. Outre sa totale inefficacité sur les criminels visés, cette disposition ébranlait la construction républicaine du droit de la nationalité, entamait le droit au sol et créait deux niveaux de citoyenneté, donc deux catégories de citoyens, brisait une longue fidélité de la gauche à la conception civique et non pas ethnique de la communauté nationale, jetait en pâture un symbole précieux.
Et au lieu d'offrir à la société blessée de la substance pour faire cohésion et se réparer ensemble, elle creusait une nouvelle ligne de fracture, en rendant suspect a priori celles et ceux qui, au contraire, témoignent de notre déploiement au monde, de notre richesse culturelle, de notre capacité potentielle à faire corps avec le reste du monde pour œuvrer à le rendre moins dangereux. Il m'a été proposé de regarder ailleurs. En effet, le Premier ministre a d'abord indiqué publiquement que je serais à ses côtés au Parlement pour défendre le projet de loi constitutionnelle, puis, 48 heures plus tard, il a fait savoir que je n'y serais pas. Ce dédit n'était pas nécessaire car je ne pouvais concevoir de détourner le regard tandis que ce serait abîmer la Constitution. N'étant pas parvenu à convaincre de renoncer à ce projet, je ne pouvais, garde des Sceaux, considérer qu'il me suffisait de ne pas y prendre part pour ne pas être mêlé au forfait. J'ai donc choisi la rupture. Propre, claire, sans ambiguïté, respectueuse même, afin de ne pas altérer le motif de cette rupture et lui conserver sa signification et sa puissance. Je n'ai pas voulu non plus prendre en otage la fonction présidentielle dont je crois la solennité et la force particulièrement nécessaires par tant de grands périls. Une lycéenne de Saint-Nazaire m'a demandé « Mais maintenant que vous êtes parti, qui va protéger la Constitution ?» Le dilemme était de haute exigence. Mais qu'est-ce que la politique? Qu'induit l'engagement? Ma vie politique est désormais longue. Elle fut jonchée d'obstacles, de difficultés, de moments rudes et douloureux. J'ai décidé depuis longtemps de ne jamais varier dans les règles qui fondent mes choix. Ceux-ci doivent être conformes à ce que je crois, à ce que je dis. Toujours, je me soumets à un temps de doute où je mets mes convictions à l'épreuve en les confrontant sans concession à celles des autres, contraires ou simplement différentes. J'ai appris au fil de mes combats que c'est avec les autres que l'on avance, même si cela suppose parfois de briller, de brider son ardeur, d'apprivoiser ses impatiences. Mais cette quête de la cadence commune ne doit jamais servir de faux fuyant, jamais quand l'essentiel est en jeu. C'est la condition pour que, comme Lévinas, nous entretenions le souci de la dignité d'autrui, et que, comme l'a défini Hannah Arendt, la politique se préoccupe non de l'homme abstrait, mais du monde commun et des relations entre les hommes. Paris, le 19 décembre 2016. C'est une faveur qui remonte du fond des âges et porte la mémoire du monde. Une génération peut éclairer le présent et offrir à la suivante de choisir l'épaisseur et les couleurs de son propre présent. Par temps trouble et incertain, soumis à des bouleversements ardus à lire, cette faveur se fait devoir. Génération. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. À ce n'est Frantz Fanon, dans une époque où les damnés de la terre inspiraient réflexion, joute et engagement. Les analyses et conseils d'adultes n'ont jamais constitué un bréviaire. Fort heureusement, car dégager la route ne signifie pas la tracer. C'est néanmoins un devoir que d'éclairer l'époque, appréhender ses enjeux, dévoiler les contours de ses crevasses afin de livrer un planisphère intelligible sur lequel la génération suivante aiguisera ses choix. C'est à nous de dire ce que le monde du temps présent recèle de plus périlleux. Et à coup sûr, le terrorisme, propulsé depuis une ère géoculturelle durablement instable, constitue le péril le plus errant, au devenir incertain. Pourtant, nos mots d'adultes sont de bien pauvres mots, si binaires, si sommaires, si pauvres et figés. Ils crachotent, hésitent, ressassent, radotent et finalement ne s'adressent qu'à nous-mêmes. Qu'en digue-t-il de l'ouragan qui nous submerge, bien résolu à nous anéantir? Barbare, civilisation. Civilisation, avec un S. Vrai, mais un peu court pour saisir cette intelligence en mouvement et en métamorphose. Oui, une intelligence. Démoniaque, démente, ayant rompu avec ce qui nous est commun en humanité. Mais une intelligence créative et réactive, cyniquement ingénieuse, furieusement astucieuse, délestée de toute considération, en dehors d'elle-même, de toute empathie, y compris envers ceux qui la servent, de toute entrave morale, de toute règle stable, de tout modèle. Cette intelligence hypnotique qui exalte les âmes disloquées fait cas de toute folie destructrice, s'empare de tout crime, même inachevé, adoube tout forcené, pourvu qu'il soit fanatique et cruel, frappe à l'aveugle et de façon imprévisible, de sorte à semer horreur et panique. C'est une intelligence obtuse, dépressive, car elle n'aime rien de ce qui est beau. Elle fait détruire Palmyre, la cité des caravanes, avec une frénésie lugubre,
comme d'autres avaient avant saccagé les Bouddhas de Bamiyan avec la même jubilation funèbre. Cette rage contre la beauté ressemble à une addiction. Dopés à lapider la splendeur de la pierre, ces exécutants sont insensibilisés et prêts à massacrer la grâce et l'éclat de la vie. Ainsi, croit-il, pouvoir éteindre la vie en foudroyant celles et ceux qui la célèbrent à l'envi et à l'ordinaire, pétis de joie, de légèreté, de sociabilité, dans un journal, autour d'un verre, au concert, au match, celles et ceux qui rient des choses, de même des autres, de tout, de rien, y compris à mauvais escient. Qu'opposons-nous à cette intelligence méphistophélique? Des phrases courtes, des mots qui sonnent et résonnent, mais ne résonnent plus? Ou, comme ici, sous cette plume, une profusion de mots qui disent davantage sans doute notre sidération et notre entendement désorienté que ce que nous sommes capables d'en comprendre. Enfermer ce monstre dans des définitions lapidaires ne sert qu'à ratifier notre défaite. Le décrire plus longuement, avec les quelques termes supplémentaires réquisitionnés pour rendre compte de sa nature et de ses capacités tentaculaires, sert à clôturer le chapitre sur ce centre de commandement qui ne commande pas grand-chose, mais suggère, inspire, encourage, avalise et valide. Car il faut en convenir, si la stratégie n'est pas subtile, elle est atrocement habile. Une mentalité de forban, des méthodes de brigands et les moyens d'un État, des territoires sous contrôle, des richesses pétrolières, des expédients financiers, rançons, taxes, raquettes et des comptes bancaires, des capacités logistiques et des forces militaires. S'y agrège un bricolage inventif et buté qui donne non seulement l'impression, les résultats aussi d'une maîtrise des technologies d'information, des techniques de propagande, des artifices de communication, des procédés d'endoctrinement à la verticale par les harangues vidéo de prêcheurs charismatiques, à l'horizontale par la mise en relation de personnes éloignées, parviennent à embarquer dans un même projet de départ ou une même expédition meurtrière, avec parfois une emprise sur des fratries entières, des jeunes aux antipodes les uns des autres par leur parcours, leurs milieux familiaux et sociaux, et même leurs croyances, les convertis récents étant de plus en plus nombreux. En guise de fortification, des populations sont érigées en parapet par l'effet d'une terreur de masse qui les contraint à des confinements sur place ou à l'exode en afflux continu sur toutes les routes qui mènent au monde. Ainsi règne-t-il au sommet. Rien qui vaille de prendre langue. Puis il y a ceux qui recrutent, forment, organisent, contrôlent, froidement, peut-être animés de quelque idéologie nihiliste, avec cette flagrante contradiction d'un consentement à un absolu religieux. Mais peut-être est-ce justement le subterfuge, le stratagème, la ruse, la trappe paumée. Ils planifient en sifflant et ricanant la mort des paumés. Il faut admettre qu'ils n'excluent pas la leur, lorsqu'au sommet les chefs suprêmes, frustes déguisés en califes et cours anachroniques, veillent soigneusement à préserver leur propre vie et leur jouissance de biens matériels et de plaisirs terrestres. Il ne serait de réconfort pour personne d'affirmer que ces recruteurs sont des sauvages, incultes, instinctifs et sanguinaires. Ils sont parfois bien instruits, pourvus d'un vernis social avec une connaissance fine des territoires, et les codes culturels et sociaux leur sont familiers. Ils sont de la trempe des chefs de guerre dans l'univers du narcotrafic, pas les parrains planqués, les chefs de guerre avec le même courage physique, le même sang-froid, la même agilité mentale, le même narcissisme sans doute, à la différence notable du rapport à l'argent qui n'est pour aucun moyen de se fournir en engin de mort. Ils partagent cette totale imperméabilité à la subjectivité. Ainsi sévissent-ils juste au-dessous, rien qui vaille. Et maintenant commence l'essentiel. Car il faut refuser, malgré les intimidations, de capituler intellectuellement. Il nous faut au contraire rester déterminés à gagner la bataille du recrutement, assécher cette armée innombrable qui se lève sur tous les continents, détourner ces soldats, au sens étymologique du mot, qui font allégeance à ces lointains zombies maléfiques et répandent partout la mort, la stupeur et la détresse. Oui, il faut comprendre pour anticiper et aussi pour ramener du sens au monde, que les cris des tyrannos de la pensée cessent de tétaniser nos esprits, sinon par omission, nous aurons laissé s'installer de nouvelles frustrations, grosses d'exaltation macabre. Nous aurons arrosé le terreau où poussent ces contentieux passionnels. Nous aurons refoulé vers la génération suivante les arriérés de rancœur qui la destinent de chacun à travers son phénotype. Sauf que s'il est vrai que certains répondent à ce portrait, ils ne sont pas nombreux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a rendu un peu curieux. On se retrouve très vite pour la prochaine lecture. Bye!